Le rêve, la vision, l'ambition, le courage, les échecs, la réussite caractérisent un homme ou une femme exceptionnel. Une vie, une histoire, ce magazine qui retrace les parcours des hommes et femmes exceptionnels a le plaisir de recevoir dans son tout premier numéro Béatrice Kazadi, que vous aurez le temps de connaître son parcours. Chers internautes, bienvenue dans Une vie, une histoire sur Groupe AFI à télévision. Madame Kazadi, bonjour. Bonjour Madame Afi. Bienvenue dans Une vie, une histoire. Merci. Qui est Béatrice Kazadi? Béatrice Kazadi est juriste de formation. Elle est pédagogue de formation. Elle est assistante sociale. Elle est femme. Ouais. Et Béatrice Kazadi a grandi comme tout enfant. Bien sûr. Relatez-nous un peu comment s'est passée votre enfance. Moi j'ai eu, je ne sais pas comment je peux le dire, mais ça a été magnifique. J'ai eu mes deux parents, vraiment tout près de moi, très attentionnés à moi. Déjà moi j'ai un père qui m'aime beaucoup dès le bas âge. Bon, c'est pas qu'il n'aime pas mes autres frères et sœurs, mais comme tout père, hein, il aime sa fille. Et je pense qu'il voyait déjà ce que je serais, même quand j'étais toute petite. Donc vraiment je peux dire que Dieu m'a donné des parents magnifiques. Ils sont très attentionnés à moi, ils sont toujours là. Voilà. Vous savez, quand un enfant grandit, né et grandit, il a souvent un rêve, des rêves d'enfance qu'il aimerait un jour devenir. Et quels ont été vos rêves d'enfance? Moi, quand j'étais toute petite, je me disais que je serais enseignante. Je serais monitrice. Et vous savez, moi je dis toujours qu'en grandissant, c'est pas que les objectifs changent ou on ne sait plus où la définition même du bonheur change. Mais il y a des éléments qui constituent le bonheur qui changent. Donc en grandissant, je me suis dit, tiens, j'avais plusieurs rêves en fait. J'avais plusieurs rêves. Je voulais devenir enseignante, je voulais devenir avocate, je voulais devenir modéliste parce que j'aime bien la mode, j'aime bien tout ce qui est la coupe et couture, tout ce qui va avec, j'aime bien. Le stylisme, tout ce qui... Voilà, déjà j'ai travaillé dans une entreprise, j'ai travaillé chez Woodin. Ok. Donc j'aimais ça. Mais en grandissant, la vie m'oriente. Il y a une vie en fait qui s'est imposée à moi, vraiment auquel je ne peux pas me détacher. À laquelle je ne peux pas me détacher. Comment vous êtes retrouvée en train de... Vous êtes juriste de formation, non? Je suis juriste de formation. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer de vision ou encore de rêve? Bon, moi je voulais faire, comme je l'ai dit tantôt, je voulais faire la coupe et couture. Mais mon père, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, bon, la couture tu peux apprendre. Ça tu peux apprendre, tu peux t'acheter une machine, tu vas apprendre à coudre même à la maison. C'est pas que je minimise ceux qui étudient pour ça. Mais il me l'avait dit et moi-même, j'avais compris que c'était possible. Mais le droit, je ne peux pas apprendre le droit à la maison, je dois aller à l'université. C'est comme ça que je suis allée faire le droit. Et aujourd'hui, j'ai une machine à coudre chez moi. Je fais mes bricolages. Vous bricolez un tout petit peu. Tout à fait. Et ça se passe bien déjà? Je peux, oui, hein, je fais ce que je peux. C'est pas top, mais bon, je fais ce que je peux. Et c'est vrai qu'il arrive pour tout être humain de vivre, de grandir. Et il y a des choses que vous regrettez en tant que femme aujourd'hui? Oui, comme tout être humain. Hein. Déjà, une fille de mon âge, il y a certainement des choses que je dois regretter. Telles que? Oh, c'est une vie d'histoire, bien sûr. Je sais bien, mais bon, je préfère le garder pour moi. Et déjà, oui, hein, pas beaucoup, mais il y a ces choses que je regrette. Que si aujourd'hui on me donnait le temps de retourner en arrière pour changer certaines choses, je l'aurais fait. Et aujourd'hui, assistante sociale, vous étiez motivée par quoi, Madame Kazadi? Bon, ma toute première motivation, c'est parti d'un long moment d'observation en fait. Bon, déjà le cœur, l'amour, il y en a ceux qui en parlent, il y en a ceux qui disent qu'ils aiment et il y en a ceux qui aiment sincèrement. Et comme on dit, il y a un adage français qui dit ça, quand c'est pas mon pouce, c'est mon doigt. Donc on ne peut pas échapper aux choses de la vie qui nous sont destinées. Je me suis retrouvée en train de faire des choses. C'est vrai que ceux qui me connaissent le savent. J'aime pas trop parler de moi. Après, il y en a qui vont penser que je le dis pour m'attirer la sympathie de gens, mais c'est vraiment pas le cas. J'aime bien être utile. J'aime bien
être au service des autres. Ça depuis mon jeune âge. Et j'aime servir avant de me servir. C'est comme ça que je me suis retrouvée en train de faire ça. C'est parti d'un constat que vous avez eu à faire ou une situation qui vous a marqué. Vous êtes dit, bon, voilà, je me lance dans ça. Bon, au départ, c'était une simple histoire d'amour. Hein. Il y a des rencontres qui ont occasionné cela. D'abord, au départ, à un moment, je me suis retrouvée avec bon, sans pour autant vraiment chercher à rentrer dans le détail. Je me suis retrouvée, je suis une jeune fille, j'ai eu des ruptures amoureuses. Tout à fait. Et à un moment, je me suis retrouvée toute seule avec beaucoup d'amour, mais beaucoup d'amour à donner. Et je ne savais pas à qui donner cet amour-là. Un jour, je rentrais de mon travail parce que j'avais l'habitude, après le travail, je partais prendre un verre avec... voilà. Mais cette fois-là, c'était plus le cas. Donc je me suis retrouvée toute seule, mais avec beaucoup d'amour à donner. Et quand je rentrais de mon boulot, j'arrive sur le boulevard du 30 juin, je vois des petits enfants qui commencent à m'embêter carrément. Ah maman, on veut ceci, achète-nous en lingala bien sûr. Sombela biso lipa, sombela biso. Je dis bon, je vais Tolia quitter, tout ça. Voilà, c'est même ça, Tolia quitter. Alors je me dis bon, je vais essayer de prendre du temps avec ces enfants, je vais les entendre. Parce que je voulais vraiment être avec des gens, je voulais aimer quelqu'un, aimer des gens, j'avais beaucoup d'amour à donner. Et quand on parlait, j'ai commencé à poser des questions, mais toi, ils étaient je crois au nombre de 5 ou 6. Après, je commence à poser des questions, ça fait combien de temps que tu es dans la rue? Il y en a un qui m'a fait rire, il m'a dit, ah maman, Ngana a déjà 2 bonnes années, mais qui doit comprendre, le vrai qui doit comprendre. Maman, Ngana a déjà 2 bonnes années, c'est-à-dire qu'il avait fait 2 ans, il a eu 2 bonnes années, 2 fêtes de fin d'année dans la rue. L'autre qui me dira, moi j'ai toujours été dans la rue, mes parents sont chégués. Voilà, c'est comme ça que moi aussi, je suis née dans la rue, donc la rue, ma maison c'est la rue. Puis chacun a commencé à me raconter son histoire. Et puis je me suis attachée à eux. Il y en avait même qui m'appelaient déjà maman. J'ai dit waouh, ça c'est magique. Et une fois à la maison le soir, comment avez-vous passé votre nuit? Ce jour-là, quand je suis rentrée, oui. Vraiment, j'avais un mélange de sentiments. Je n'étais pas triste, je n'étais pas aussi très joyeuse. J'étais pas... Vraiment, c'était un mélange de sentiments. Un mélange de sentiments. Après, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour eux. Mais en ce moment-là, le moyen, il n'y en avait pas. Ça, vraiment, je dois le dire. Il n'y en avait pas assez. Matériel. Déjà, le travail, c'était un travail... un don d'ici. Bon, tout à fait. C'était même ça. Et il n'y avait pas de moyens. Après, j'ai commencé à embêter les gens. Moi, j'aime bien embêter les gens pour les autres. Pas pour moi-même, mais pour les autres. Moi, j'embête. Puis j'ai commencé à embêter les gens. On doit faire ceci, on doit faire ça. Mais j'ai des enfants dans la rue. Je dois acheter des trucs pour eux. C'est parti comme ça. Et c'était en quelle année? C'était en 2015. 2015. C'était en 2015. Et vous êtes lancé dans ça en quelle année, pratiquement? En 2015. Mais c'est en 2016 que j'ai décidé de mettre sur pied une ASBEL dénommée Ta main, mon avenir. Et comment ça se passait? Vos parents vous ont encouragé, vos proches vous ont encouragé dans cette démarche? Bon, après, dans tout ce que nous faisons, il y en a toujours qui pensent qu'on fait mal, ou on aurait dû nous occuper de nous. Moi, il y a même des potes qui m'ont dit, mais c'est pas le moment, occupe-toi d'abord de toi-même. Mais moi, j'ai pas suivi tout ça parce qu'il était temps que je fasse cela. Même dans la famille, d'autres qui pensent que tu es en train de te tromper et tu peux faire autre chose, tu peux prendre soin de toi, tu peux penser d'abord à toi. Mais je n'ai pas cédé à ça parce qu'il était temps que je fasse ce que je devrais faire. Et c'est quoi le nom de votre ASBEL? L'ASBEL est dénommée Ta main, mon avenir. Ta main, mon avenir. Ta main, c'est mon avenir. En fait, l'idée de trouver ces noms-là, vous est venue comment? Parce que d'abord, j'embêtais les gens. Vraiment, moi, quand il s'agit de mes histoires-là, j'embête. Vraiment, j'appelle tout le monde. Je ne te laisse même pas dormir. J'embête. Et surtout, si tu avais promis, tu vas donner. Alors, je me suis référée à ça, que les gens, pour éclairer l'avenir d'autres enfants, ils donnent. Le cœur ordonne à la main de donner.
Tout à fait. Le cœur ordonne à la main. Et la main qui donne, cette main-là qui donne, ça ne se limite pas aux denrées alimentaires, ça ne se limite pas à mettre quelque chose sous la dent. C'est tout un avenir, c'est toute une vie que nous sommes en train d'éclairer. Voilà. Et une fois votre Asbel a vu le jour, comment ça se passait pour avoir ces personnes ou encore ces enfants? Vous encadrez seulement les orphelins ou quelle catégorie des enfants font partie de votre Asbel? Déjà, si je dois parler des objectifs que poursuit l'association, nous sommes dans l'inclusion socio-éducative et professionnelle de personnes marginalisées et stigmatisées, parmi lesquelles nous comptons les personnes vivant avec handicap. Parce que déjà, moi j'ai commencé dans la rue, j'ai commencé avec les enfants de la rue. Après, je me suis retrouvée dans des orphelinats. Après les orphelinats, je me suis retrouvée dans des centres pour handicapés. Oui. Je me suis retrouvée, j'ai longtemps travaillé avec le président Mwimba Texas, paix à son âme. J'ai longtemps travaillé avec lui, donc après, je me suis retrouvée avec des albinos. Donc c'est vraiment un monde mixte. Un mélange de tout. Voilà, c'est vraiment un mixage. Il y a du tout dedans. C'est pour ça qu'on parle de personnes marginalisées, stigmatisées. Et ce mixage-là, ce mélange-là, ça se passe comment entre eux d'abord? On essaie de répertorier le problème de chaque catégorie et nous intervenons en fonction de cela. Comme pour le non-voyant, il y a le problème de scolarité, il y a le problème d'emploi, parce que dans l'association, j'ai des jeunes aveugles, mais des bosseurs, des jeunes licenciés en droit, en environnement, journalisme, tout ça. Wow. Oui. Oui. J'ai des jeunes formidables. Ils sont aveugles, mais quand vous regardez ce qu'ils font, ça vous laisse bouche bée. Hein. Donc nous sommes aussi dans l'emploi. Nous essayons de traiter cette question-là d'emploi. Il y a des jeunes qui savent fabriquer des bactéroles, des détergents. Voilà. Et les sourds, nous sommes aussi derrière eux pour la question de l'éducation, pour l'emploi. Déjà, vous savez ce que je veux dire. Cette coiffure, c'est une sourde qui l'a faite. Wow. Ouais. La tête que j'ai. Elle est très belle, la coiffure. Mais merci, je ne sais pas plus que la vôtre. Mais c'est une sourde qui l'a faite. Wow. Donc nous encourageons ce jeune-là à vraiment se rendre utile dans la société. C'est pas tout le monde qui va prendre ce genre-là en pitié. Donc à un moment, ils doivent se lever et dire, avant d'être handicapés, nous sommes humains. On doit se prendre en charge. Et ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, c'est que moi, je n'ai pas des jeunes qui mendient. C'est vrai qu'il y en a qui manquent. Mais eux, s'ils doivent mendier, c'est l'éducation qui mendie, c'est le travail, c'est pas forcément l'argent. Parce qu'ils savent, quand on va leur donner, moi je leur dis, je peux vous donner $50 aujourd'hui, 2000 francs demain, 4000 francs après demain. Vous reviendrez toujours vers moi. Comme je peux mourir. Comme je peux mourir. Comme je peux aller ailleurs. Donc ça sera compliqué. Autant mieux se prendre en charge, autant mieux se rendre utile dans la société. J'ai des jeunes vraiment magnifiques. Tout le temps, ils sont vraiment devenus ma famille. Hein. On est là tout le temps, ils me parlent de leurs problèmes, je leur propose des solutions. Et c'est un monde merveilleux. Et comment vous faites avec ces personnes? Parce qu'il y a des sourds, oui. Il y a des muets. Oui. Comment vous faites pour communiquer avec eux? Nous faisons toujours accompagner d'un traducteur, d'un interprète en langue de signes. Oui, d'un interprète en langue de signes. Quand nous organisons des activités et qu'ils doivent être là, il y a toujours un interprète en langue de signes. Vous avez aussi à avoir de formation personnellement? Moi, je suis en formation. Déjà, je suis en formation. Et quelles sont vos perspectives d'avenir pour ces personnes que vous encadrez au sein de votre structure? Bon, moi, je souhaiterais voir dans les jours à venir un ministre. Déjà, il y a un ministère pour personnes handicapées. C'était ça qu'on voulait. Et gloire à Dieu, cela est arrivé. Mais on voudrait, d'abord, les plus importants, c'est de briser le cliché sur la question du handicap. Vous savez, nous sommes en Afrique et les gens sont pleins de clichés sur cette question. Ils se disent quoi, un handicapé, il ne peut rien faire dans la société. Déjà, il y en a même qui minimisent le ministère. Ce ministère qui a été... avec voilà, Madame ce Irène ministère Sambo. de Madame Irène Sambo.
Il y en a qui disent que tiens, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fout? Mais tu vois, on a toujours tendance à minimiser cela. Mais nous, dans l'association, nous sommes dans l'inclusion. Donc nous sommes là pour dire ok, stop. Ils sont humains comme nous. Et tant que les capacités intellectuelles ne sont pas touchées, tant que les capacités intellectuelles sont intactes, c'est-à-dire qu'ils peuvent apporter quelque chose. Moi, il y a 5 ans passés, si on m'avait dit qu'un aveugle pouvait aller à l'école, j'aurais dit mais non, c'est faux. Il y a 5 ans passés, si on m'avait dit qu'un aveugle pouvait aller à l'université et devenir avocat, comme je suis en train de le vivre aujourd'hui, j'aurais dit non, c'est faux. Mais aujourd'hui, j'ai un autre discours. Hein. Aujourd'hui, j'ai un autre discours sur cette question-là. Ils vont à l'école, ils vont à l'université, ils se mélangent avec... Oui, ils fréquentent. Il y en a qui fréquentent des écoles ordinaires. Ceux qui sont à l'université, déjà, nous n'avons pas des universités spécialisées ici. C'est des universités ordinaires. Donc, il y en a qui vont à l'université comme tout le monde. Ils ont leur écriture, l'écriture braille pour les aveugles. Mais le sourd, vous savez, ils écrivent normalement. Donc, voilà. Ne pensez-vous pas qu'on pouvait aussi instaurer ces genres de programmes au sein de nos universités, de nos écoles également? Parce que c'est comme si ces personnes se sentent rejetées, abandonnées. Oui, ils sont vraiment abandonnés à leur triste sort. Hein. Déjà à l'université, il y en a même qui leur regardent de travers. Mais oh, il est aveugle. Et il y en a qui disent ah, il n'est pas aveugle, il voit. Ce qui a été Kami Sunakindoki. Mais des choses bizarres, quoi. Des choses qui choquent. Il y en a qui disent ça. Mais bon, eux, ils se sont fixés des objectifs. Et ils sont en train de le poursuivre. Jusqu'à les atteindre. Et pour ces personnes qui aimeraient aussi faire partie de votre ASBEL ou structure, comment faire pour entrer en contact avec vous personnellement? Bon, je peux rapidement donner nos contacts. C'est le 085 77 77 106. Je répète, 085 77 77 encore une fois 106. 081 522 11. S'ils appellent, ils seront directement en contact avec l'association. Vous avez certainement une parole qui monte au fond de votre cœur. Oui. Une parole qui traverse votre esprit, que vous pouvez transmettre également à tous ceux qui vous suivent. C'est beaucoup plus l'amour que vous avez. Ça se sent quand on parle avec vous. Oui. C'est gentil. Déjà pour ceux qui me suivent, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire, mais ouais. Déjà pour ceux qui me suivent, j'ai beaucoup à dire, mais je vais me résumer. Je me suis présentée ici en tant que juriste, je me suis présentée en tant qu'assistante sociale, je me suis présentée en tant que pédagogue. Mais si je suis là, c'est pour le compte d'une ASBEL que je préside depuis 2016. Cette ASBEL, c'est dénommé Tama Mon Avenir. Nous poursuivons des objectifs qui pourront aider ou qui vont aider les personnes dites handicapées à devenir utiles dans la société. Déjà, ce sont des personnes à part entière, ils sont comme nous. Après, moi, je considère que nous avons tous un handicap quelque part. Regardez, on n'arrive pas à tout faire seul. Hein. Ça, c'est vrai. Pour réaliser certaines choses, on a toujours besoin d'un appui extérieur. On a toujours besoin d'aide de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on est tous handicapés, dans une certaine mesure. Et je voudrais ici, par ce message, encourager les parents qui ont des enfants handicapés. Aujourd'hui, nous faisons face à deux problèmes, qui est le rejet et la surprotection. Chers parents, ne rejetez pas vos enfants. C'est vrai que moi, je n'ai pas encore porté d'enfant, madame ma fille, mais je sais ce que ça fait quand tu idéalises ton enfant pendant qu'il est dans les ventres. Tu dis, mon enfant serait ministre, mon enfant, il serait ceci, mon enfant, il serait cela. Et dès que cet enfant-là arrive au monde, vous réalisez que ce n'est pas cet enfant-là que vous avez tant idéalisé. Et ça blesse.
point n'est besoin de rompre avec cet enfant-là. Point n'est besoin d'effacer ou d'oublier tout l'amour que vous avez donné à cet enfant-là pendant qu'il était dans les ventres. Parce que c'est cette rupture qui pousse les parents à rejeter leurs enfants. C'est cette rupture qui pousse les parents à ne pas être derrière leurs enfants afin de les accompagner à réaliser leurs rêves. Donc je viens encourager les parents des enfants handicapés. Je viens encourager les enfants handicapés ou les jeunes handicapés, parce qu'il n'y a pas d'enfants, il y a aussi des jeunes, des papas handicapés. Je viens vous encourager à vous prendre en charge. Ce n'est pas tout le monde qui vous prendra en pitié. Aujourd'hui, il y a des écoles pour aveugles, il y a des centres de formation pour des personnes handicapées. Allez-y, apprenez. Pour ceux qui ont des difficultés, vous pouvez toujours nous contacter. C'est vrai que nous n'avons pas de millions, mais nous allons mobiliser les autres afin que vous puissiez devenir des hommes utiles, des hommes et femmes utiles dans la société. Ta main Mon Avenir est ouverte pour tout le monde. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'appui de tous et de chacun. Alors contactez-nous. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever ce défi de l'excellence. Je dis et je vous remercie. Béatrice Kazadi. Oui, Madame Afi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie de m'avoir invitée sur ce beau plateau. Et oui, c'est la fin de votre magazine Une vie, une histoire qui avait reçu pour vous aujourd'hui Béatrice Kazadi. Vous avez eu le temps de comprendre son histoire, de connaître son parcours, ses débuts, ses réalisations et ses projets d'avenir. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement et cela dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, mais n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Groupe AFI Télévision et sur toutes ces plateformes. On se retrouve très prochainement. Au revoir.